Ben, écoutez, franchement, on a, je crois, un bon bagage juridique à emporter à la sortie de cette journée, avec peut-être retenir la notion que l'arrivée de la loi, appelons-la la loi Touraine, n'est pas aussi simplificatrice que cela. Enfin, moi, j'avais retenu la notion que ça allait simplifier beaucoup de choses, mais le diable est dans les détails, comme on dit. Première réaction de votre part, peut-être, j'ai vu Philippe Loudneau, donc la tutelle, la tutelle, réagir de temps en temps sur certains points. Donc Philippe, plutôt en phase avec tout ce qui a été dit, où il y a des éléments à préciser ou... Alors jusqu'à présent, je trouvais les avocats très sympathiques, mais là foncièrement antipathiques, puisqu'ils font presque plus peur que moi quand je tiens mes discours. Donc voilà, non, tout à fait en phase. Effectivement, il y a un changement de donne, mais là également, on revient un petit peu sur ce qui a été dit ce matin. Justement, enfin, bordez-vous dans les analyses de risque, justement avec les aspects juridiques. Ça, c'est super important. On l'oublie un peu trop souvent. Maintenant, une petite chose, simplement des petits ajouts. Il y a l'article 27 quater, et ça, nous sommes les seuls, et le seul secteur ministériel à avoir ça. C'est la déclaration obligatoire de tous les incidents de sécurité sur les systèmes d'information. Ça, c'est une nouveauté. Et ça a toutes les chances de sortir et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Donc je vous rappelle sous réserve d'un décret, etc. Sous réserve d'un décret, vous pouvez commencer toujours sur ssi@tsg.social.gouv.fr. Il n'y a aucune difficulté. Donc ça, c'est la... Et puis le deuxième point, je reviens un petit peu sur le biode. Effectivement, je ne vais pas l'interdire, mais je le déconseille fortement. Alors, pas tellement pour des raisons techniques en termes de sécurité, si on veut parler technique. Ça, on sait gérer. Maintenant, les risques, ils vont être essentiellement juridiques. Et puis un autre souci pour les DSI, qui se plaignent tous, et notamment les RSSI, de ne pas avoir la maîtrise de l'ensemble du parc. Je vois mal aujourd'hui une DSI qui annonce être sous-dimensionnée, vraiment être spécialiste. iPhone, Samsung, Nokia, voilà. Il y a un moment, je pense qu'on ne peut pas être spécialiste en tout, il faudra faire des choix. Donc à ce moment-là, on peut voir et orienter le discours autrement sur du choose your own device, c'est-à-dire que l'établissement propose un certain nombre de matériel et le professionnel choisit. Là, le cas de figure est complètement différent parce que le matériel appartient bien à l'établissement et ça se traite légèrement différemment. Mais sinon, en phase complète. Une voie intéressante à suivre. Oui, Monsieur Steiner. Oui, j'aurais une question pour Caroline Zorn, parce qu'on est très heureux de l'ouverture de l'équipe de soins au médico-social. Vous imaginez, dans les projets que nous menons, c'est toujours un frein d'avoir ce raisonnement. Je me posais juste la question, mais je ne sais pas si c'est suffisamment précis aujourd'hui. Est-ce que l'équipe de soins, c'est une équipe de soins comme on l'imagine, ou effectivement un médecin qui inclut qui veut dans l'équipe de soins? Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui sera maintenue en son domicile, où vous avez plusieurs équipes qui viennent, vous avez... des infirmières libérales, des SIAD, vous avez un médecin libéral, vous avez N équipes de soins, mais qui ont besoin de partager de l'information. Est-ce que, d'après vous, c'est une équipe répartie, morcelée, ou est-ce que la loi ne permet pas ça aujourd'hui? Enfin, quelle est votre perception? Ma perception est vraiment celle de ce jour, parce qu'on ne peut que parler sous réserve des textes, de la parution des textes ultérieurs. Le décret, et puis en plus un arrêté du ministère chargé de la Santé qui va redéfinir dans quelles conditions on peut appeler équipe de soins un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé qui présente une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges qui donc est fixé par le ministère de la Santé. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments. Maintenant, pour quand même répondre à votre question, c'est vrai que l'esprit du texte est de répondre aux problématiques que vous énoncez. Donc en ce sens, et au vu finalement de la formulation de ce texte, on ne va pas faire l'exégèse de la loi, même si j'aime bien ça, mais on ne peut que effectivement penser que ces équipes de soins, elles seront plurielles, elles seront composées finalement, j'allais dire, à la carte, donc avec une personnalisation des besoins, sous une responsabilité qui reste encore à définir, et moi, à mon sens, ça va être sous la responsabilité d'un médecin. Donc c'est vrai qu'en termes d'implémentation, la matrice d'habilitation, par exemple, devra prendre en compte ce paramètre. Et c'était moins le cas à présent. Enfin, de toute manière, c'est des choses qui se faisaient, puisque de fait, l'équipe de soins...
voilà, elle partageait les informations, elle existait. Simplement, il y avait un risque. Et les risques en matière de partage d'informations, on sait très bien que rarement on a des contentieux. Enfin, moi, j'ai jamais vu de contentieux sur cette question. Et on en parlait avec d'autres confrères. Un contentieux uniquement sur la question du partage, on n'en voit pas. En revanche, c'est toujours responsabilité médicale. Et ensuite, on revient sur l'analyse et les responsabilités des uns et des autres dans le partage d'informations et dans les problèmes qui ont amené au fait causal. Voilà. Donc, ce qui n'est pas la même chose en matière d'informatique. C'est vrai que sur les accès non autorisés au système d'information, là par contre, on a de la jurisprudence claire. Hein. Mais sur le fonctionnement au quotidien des équipes de soins, donc il faut encore attendre. Mais oui, probablement qu'on restera sur ce fonctionnement-là. Parce que là, si c'est ça, il y aura un impact très immédiat sur le DMP, par exemple. Ah oui. Ah oui, alors pour avoir travaillé sur la matrice d'habilitation DMP quand j'étais au feu JIP DMP, oui, je pense que là, la matrice... Oui, c'est ça. Sauf si vous avez... Oui. Oui, Vous Pierre pouvez vous Vandal, présenter. je suis médecin généraliste et je me pose une question par rapport à la loi de santé qui va être votée très bientôt et au DMP qui a été largement évoqué ici et à la très délicate division du médecin entre la loi qui lui impose le secret professionnel et sa conscience et la déontologie et la future loi qui va l'obliger à violer ce secret professionnel en partageant à des non-médecins les données de son patient. Donc là, je m'interroge sur la position que doit avoir le médecin libéral, puisqu'on a beaucoup parlé de médecins hospitaliers, par rapport à cette loi de santé qui va être votée, qui effectivement pose un énorme cas de conscience à beaucoup de médecins qui sont vent debout contre cette loi. Donc voilà, que faire pour un médecin libéral? Alors, pardon, je suis dans Je partirais plus, on évoquait la question du consentement. C'est vrai que la modification qui va intervenir dans l'établissement de santé, c'est vrai que pour le professionnel de santé, le médecin libéral, la question se pose autrement. Mais il est clair qu'à partir du moment où on recueille véritablement, mais de manière précise, un consentement, je ne dis pas que ça permettra de tout, d'enlever toute responsabilité. Mais c'est vrai que pour ce partage, en tout cas, c'est quand même un élément essentiel. Mais là aussi, il y aura beaucoup de nuances. Oui. Excuse-moi, sous quelle forme le médecin libéral peut-il recueillir ce consentement? Parce qu'effectivement, concrètement, le logiciel métier dans son cabinet médical va être augmenté d'une nouvelle fonctionnalité qui va collecter les données, le partager sur un cloud qui sera lui-même partagé à des non-médecins, notamment probablement des assureurs. Donc, sous quelle forme peut-il... Oui, alors, effectivement, ça devient effectivement un peu délicat. C'est bien la difficulté. Le patient, de tout ce à quoi il risque, ce partage qui peut s'étendre, ça va être moins évident de le recueillir. Mais moi, je crois que dans nos professions d'avocats, on est un peu soumis... On va toujours vers davantage de contraintes pour les professionnels libéraux. Je ne vais pas attiser la salle, mais c'est clair qu'on va demander à nous de remplir tout le temps davantage de rôles sur l'information. On a une obligation d'information qui s'étend de plus en plus souvent. Au niveau du consentement, c'est vrai qu'une simple phrase, voilà, j'autorise. En plus, comment va-t-il... ça recoupe un peu la finalité du traitement aussi, du collecte de ces données, à quoi ça va servir, vers qui exactement on va avec qui on va les partager. On voit bien qu'il y a un premier partage et après ça fait des petits, si j'ose dire, ça se multiplie. Donc il faudra prévoir une formule suffisamment large pour pouvoir inclure tout ça, mais sans effrayer le patient. Donc c'est tout, mais vous avez un panel d'avocats. Il y a la question. Alors, on peut ajouter quelque chose si vous permettez, mais je vous donnerai la parole. C'est que le fait que... Sur ce point très rapidement, parce que pour les médecins libéraux, cette loi est une aubaine. Et il faut quand même reconnaître ça, puisque la définition de l'équipe de soins vous permet aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le principe c'est le secret professionnel et vous avez une autorisation de la loi. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous avez l'autorisation de violer le secret professionnel. Vous utilisiez le terme violer le secret professionnel. Est-ce qu'on le veut? Je vous le dis. Alors, après, voilà, la question c'est est-ce que vous avez envie d'envoyer des informations à des professions qui ne sont pas de santé? Je ne vais pas les nommer, il ne faut pas être désagréable. Mais en tout cas, maintenant, oui, vous avez le droit, puisqu'on n'a plus la qualité de profession de santé qui est évoquée par la loi. Et donc, l'autorisation de la loi et l'autorisation de ce qu'auparavant on appelait violer le secret professionnel et qui est en fait l'extension du secret partagé. Très honnêtement, je suis en contact avec des milliers au sens propre de médecins en France et personne ne le veut.
Donc peut-être qu'on en a le droit, mais personne ne le veut. Donc la question purement juridique, c'est comment recueillir le consentement sous une forme très, très concrète en fait. Alors je voulais simplement ajouter, mais ça ouvre encore une autre discussion, il est question aussi que le consentement soit le fait du patient lui-même dès le départ, c'est-à-dire qu'il a été évoqué le fait que le DMP soit pré-ouvert. Et pour dégager le médecin de cette période, cet acte de recueil de consentement, alors ça ouvre des questions peut-être juridiques nouvelles. C'est peut-être une matière à expérimentation avant de le faire passer dans la réalité. Mais bon, c'est un sujet à l'ordre du jour très sérieusement et on peut considérer que effectivement le paradigme se déplace et que ce soit le patient qui, à un moment ou un autre, prenne une posture beaucoup plus claire dans cette chaîne. Une préouverture avait été prévue au début du projet DMP. La préouverture patient était prévue. C'était à l'époque où... On osait moins. À l'époque, il était dans le code de la sécurité sociale. Mais hey, il vient de repasser à l'assurance maladie. Donc oui, effectivement, il risque d'avoir une préouverture. Peut-être pas une préalimentation, mais ça dépend de la préfiguration future. Donc ça, pour l'instant, la loi, elle ne le dit pas. Oui. Oui, j'aimerais poser la question on parlait de complexité du schéma d'habilitation, mais il y a aussi la complexité justement du consentement, des consentements, parce qu'il y en a plusieurs. On va demander le consentement au patient. Alors on demande le consentement éclairé, ça veut dire qu'il faut expliquer, donc ça pose la question du temps. On va demander plusieurs fois des consentements pour des choses différentes et aussi se pose la question de la propagation et de la traçabilité de ce consentement, notamment donc dans des systèmes interconnectés, interopérables. Comment va-t-on pouvoir opérer cette traçabilité et pouvoir redonner au patient en fait la visibilité sur le consentement qu'il a donné pour telle et telle chose, tel et tel accès à tel et tel professionnel, sachant que quand on dit le patient, c'est-à-dire le client, il y a aussi parmi ces patients des personnes qui n'ont pas forcément la capacité de donner leur consentement, et je pense là notamment au médico-social. Donc se pose la question de l'entourage de la personne, donc sans parler de curatelle ou de tutelle. Voilà. Donc c'est aussi un sujet très complexe. Alors les simplifications, effectivement, sont toujours à l'ordre du jour en matière de consentement. Et moi, j'avais compris qu'il y avait des simplifications avec la loi Touraine. Je pense que c'est avant tout une question de culture. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas là dans les gens que je vois arriver qui portent des projets, pour eux, ils ne parlent que de disclaimer, de recueil de consentement de manière à évacuer la responsabilité. Et donc, on arrive très facilement par défaut à avoir un petit peu les conditions générales de Google ou d'Apple. Pourtant, je me souviens de projets qui rassemblaient une trentaine d'établissements de santé sur de la recherche et des études de recherche. On a réussi à faire une feuille de consentement qui était une page A4. Parce que il faut aussi avoir un moment le courage de faire vraiment passer une information en des termes loyaux et compréhensibles. Et aujourd'hui, ce que dit le droit, c'est pas autre chose. Simplement, on a tendance, et nous avocats les premiers, à en ajouter, et à faire des contrats très volumineux souvent pour ajouter une meilleure sécurité en fait à nos clients. Mais lorsqu'on est dans la relation patient-soigné, ce que j'ai appris des médecins avec qui je travaille, c'est que le message, il faut travailler sur le message. Et donc, on doit valider des messages forts, des punchlines aussi, mais l'information n'est pas tout, l'information écrite n'est pas tout. On ne pourra jamais remplacer, et dans les dossiers de contentieux et de responsabilité médicale que je continue à faire, je le vois, on ne peut jamais remplacer la manière dont on a apporté l'information. Et en e-santé, on ne peut pas uniquement se retrancher derrière un disclaimer. Mais bon, là par contre, il y a une vraie différence entre les applications et les systèmes et la relation médicale. Il faut trouver le moyen d'intégrer ce consentement dans la relation médicale. Mais la complexité ne fait pas l'efficacité juridique. Vous vouliez intervenir? Non, je croyais. Merci. Je crains que le sujet soit inépuisable.
Je n'ai plus qu'à vous remercier. Nous avons à vous remercier. Je pense qu'on peut dire, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Mathieu Lederman conclure. On peut préciser donc que Caroline Zorn a écrit en 2010, je crois, mais un ouvrage, en fait, vous avez publié votre thèse. Oui, c'est la thèse qui est publiée, Secrets Voilà. partagés, données de santé et secrets Mais partagés. qui est un ouvrage du grand public professionnel qu'on peut vous encourager, vous inviter à lire. On peut aussi suivre Pierre Desmarais sur son blog régulièrement, donc qui vient à la fois faire de pédagogie ou titiller, d'aiguillon, enfin entre la pédagogie et l'aiguillon, ça dépend des sujets. Et puis, je crois que vous avez tous des blogs, des productions, des écrits que je vous invite à les suivre régulièrement. Et sur Twitter aussi. Oui. Donc, je ne sais pas si on va le retrouver là-haut.